Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité, merci de votre soutien. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette série. Je vous rappelle qu'on est parti pour une dizaine d'émissions. On est au 7e numéro. On a déjà traité de multiples thématiques, l'agriculture, l'industrie, la culture, l'éducation, la formation, etc., etc. Et ce soir, nous abordons une thématique qui vous est totalement inconnue, mais que vous utilisez tous les jours. Dans votre vie quotidienne, vous êtes des fanatiques du numérique, du digital, des nouvelles technologies de l'information, de la communication. Vous ne le saviez peut-être pas, mais on en est là aujourd'hui. Et je présume que vous savez que c'est définitif, irrémédiable, indispensable, et que sans ça, on est foutu. Voilà. Alors je vous rappelle que cette émission s'inscrit dans un cadre très particulier qui est le projet 36 heures pour demain, pour la Martinique en fait. Un projet initié par un certain nombre de fous furieux, dont le professeur Aimé Charles Nicolas, que vous aurez l'occasion de découvrir, ne vous inquiétez pas, et d'autres partenaires. Le principe est le suivant, on fait un constat de ce qui ne va pas en Martinique, des problématiques multiples et diverses. On réunit des talents de toutes sortes, y compris chez vous. Tout le monde est appelé à réfléchir et à mettre en commun ses idées, ses propositions, ses solutions, ses initiatives. Et le point d'orgue de cette manifestation, ce sera au mois de septembre. Donc ce projet a commencé il y a un peu plus d'1 an et il est rythmé par un certain nombre de réunions, un certain nombre d'émissions, en radio. Vous savez que le lundi, en direct sur RCI, vous avez une émission spécialement consacrée aux 36 heures. Chez nous aussi à Zouk TV, une émission qui est diffusée les 2e et 4e jeudis de chaque mois. Et je sais que vous avez beaucoup de plaisir à regarder ces émissions, surtout à nous contacter. On le voit sur les coups de téléphone que vous nous passez ou les messages que vous nous envoyez. Alors j'ai le plaisir d'accueillir 4 stars des nouvelles technologies. Alors ils sont stars dans leur milieu, mais sortis de leur milieu, ils ne sont pas très connus. Mais à mon avis, ce soir, c'est fini. C'est trop tard, leur niveau de notoriété va exploser grâce à vous. Alors surtout quand vous les rencontrerez sur les marchés, dites-leur bien que vous les avez vus à la télé, comme vous le faites avec plusieurs d'entre nous. Alors, d'abord... Marlène Jougon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, oui. On va discuter un petit peu de ce que vous faites dans quelques minutes, de ce que vous avez fait, et puis on va vous interroger sur votre implication dans ce projet. Juste à côté, Roland Ratenant, bonsoir. Bonsoir. Merci. Je vais vous présenter, ne vous inquiétez pas, dans quelques minutes. Éric Belrose, également, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, Fabien Félixine. C'est le plus jeune de tous, hein, c'est bien ça, sans aucun doute. Bon, en dehors de Marlène, évidemment, à qui on ne demandera pas son âge. Fabien, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, on va faire un petit tour de table. Alors, vous êtes parachuté, entre guillemets, sans jeu de mots, expert du numérique, mais on va voir qu'effectivement, c'est votre domaine d'activité. Dans ce projet. Donc, on a reçu des experts de l'agriculture, on a reçu des experts de l'environnement, de l'industrie, de l'éducation, etc. Vous, votre monde, c'est le digital. Alors, Marlène Jougon, qu'est-ce que vous avez fait? D'où vous venez? Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Vous travaillez dans quoi? À quelle sauce vous allez être mangé dans 36 heures pour la Martinique? Alors moi, j'ai débuté mes études par une licence à l'Université des Antilles en gestion d'entreprise. Ouais. Ensuite, je suis partie en France pour faire un master en pilotage de projets internationaux. Après ça, j'ai fait un stage au Canada où j'ai pu justement participer à l'intégration d'étrangers, immigrés et handicapés. Et puis, je suis rentrée en Martinique pour me lancer dans un nouveau projet. Ouais. Donc, j'ai eu la chance de porter le projet Happy Moon
Happy Moon, c'était en fait une start-up qui coordonnait un ensemble de services pour le maintien à domicile des personnes âgées. Stop. Oui. Alors le premier mot, vous avez vu, ça n'a pas loupé. Le premier mot que une bonne partie d'entre vous ne connaissent pas, c'est start-up. Alors c'est quoi une start-up? Alors, une start-up, c'est une petite entreprise Ouais. qui, en fait, recherche un nouveau modèle économique. Donc, qui cherche à innover et à répondre à une problématique bien définie. Et en fait c'est une petite entreprise qui a un fort potentiel de développement, qui a besoin de beaucoup de financement justement pour expérimenter. C'est ça le problème. Voilà, c'est ça le plus gros problème, le financement. Pour expérimenter son modèle économique et vraiment trouver cette offre, enfin ce produit, tout dépend du domaine, pour répondre à une problématique du territoire, une problématique identifiée. Alors la problématique de Happy Moon, c'était quoi? Alors la problématique d'Happy Moon, c'était clairement le maintien à domicile des personnes âgées. Ici en Martinique, la population est vieillissante, les structures qui accueillent les personnes âgées sont sont remplies, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et du coup, il faut trouver une solution pour que ces personnes âgées puissent vieillir chez elles le plus longtemps que possible. D'accord. Et c'est quoi le lien avec le digital? Alors justement, nous, on utilisait le numérique au service de l'humain. On avait des objets connectés, des montres connectées pour les personnes Alzheimer. C'est quoi une montre connectée? C'est une montre qui géolocalise une personne qui, par Alzheimer, qui s'échappe de chez elle. Donc ça permet en fait à la famille de garder le lien, d'être rassurée surtout. De la retrouver. De la retrouver. C'est un gros problème. Ouais. On avait aussi une caméra connectée, donc ça permettait aussi de garder un œil à la maison, en cas de chute par exemple, ou juste pour savoir si tout va bien. Alors ça pour rassure les gens qui nous écoutent, on est bien d'accord. Hein, l'idée, c'est que cette émission a une fonction d'abord pédagogique sur le projet, et puis ensuite, l'idée, c'est de les séduire, de les faire venir et adhérer et participer au projet. On est bien d'accord que numérique, digital, nouvelles technologies, c'est d'abord de l'informatique, hein, c'est bien ça? C'est de l'informatique, oui, mais pas seulement. En fait, le numérique, c'est très large. Ouais. Le numérique, en fait... Mais sans ordinateur, ces trucs-là ne fonctionnent pas, on est bien d'accord? On est bien d'accord. Bon, ok. Sans pour ordinateur... qu'ils comprennent bien le lien, parce que les gens nous disent, oui, mais ça qui bagaïta, digital, sans numérique. Internet, sans... Alors, Internet déjà, voilà, Internet, ça n'existe pas voilà. s'il n'y a pas Internet. C'est Donc pas en fait, la si peine. les Américains coupent le truc là-bas, c'est mort. Hein. Je sais pas comment on va faire, mais pas seulement, enfin pour tout, hein, parce que tout est numérisé aujourd'hui. Ouais. Le jour où on n'a plus Internet ou même plus d'électricité. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Alors, je pense que si on n'a plus Internet, on n'aura plus d'électricité. Ça, c'est clair, puisque la plupart des systèmes électriques utilisent l'informatique pour pouvoir fonctionner. Alors, depuis Happy Moon, il semblerait que vous alliez vers autre chose. Voilà. Alors, un nouveau projet qui s'appelle Inopiné. Alors là, j'ai une équipe en fait d'assistantes virtuelles qui permet aux entreprises de se concentrer vraiment sur leur cœur de métier. Et en fait, nous, on apporte de l'aide au niveau administratif, dans les démarches, par exemple, des demandes d'aide de financement. On accompagne aussi au niveau du marketing et puis de toutes les démarches au niveau des ressources humaines également. D'accord, donc le chef d'entreprise se consacre à son activité. Voilà. S'il est soudeur, il soude. Et puis vous faites le boulot derrière. On fait le boulot derrière. On le décharge de toute cette paperasse, puisque c'est parfois lourd pour les chefs d'entreprise. Et surtout, ils n'ont pas forcément les moyens d'embaucher quelqu'un, d'avoir quelqu'un à temps plein. Et du coup, le fait d'avoir une assistante virtuelle, ça permet de se libérer de beaucoup de choses. Mais on ne peut pas lui parler, l'assistante virtuelle. Ben si. On lui parle. Oui, on lui parle et on est connectés, justement. Ok, alors en dehors de ça, vous êtes présidente, c'est bien ça? C'est ça, présidente de la French Tech Martinique. Alors, on décode. Alors, c'est quoi cette histoire de French Tech Martinique? Alors, la French Tech, c'est un label donné à un territoire. Un label qui permet en fait de développer tout un écosystème autour de la start-up. Donc, j'ai expliqué start-up tout à l'heure. Alors, donc, écosystème? Ouais, un écosystème. Non, mais là, prenez des notes, hein, parce que c'est un véritable dictionnaire, on y va. Et vous avez vu qu'elle est capable de répondre à tout. Donc, si vous avez des questions, vous nous les envoyez. Alors, un écosystème, ce sont tous les acteurs qui se mettent ensemble pour favoriser l'émergence de, justement,
de nouvelles startups. Voilà. Donc on va chercher les acteurs publics, on va chercher surtout les acteurs privés qui donnent de leur temps, qui donnent des financements aussi pour mettre en place des actions pour entreprendre. Donc là, en fait, c'est un label qui est donné par qui? C'est un label donné par l'État. Donc c'est une initiative de l'État. Vous avez une reconnaissance officielle. Reconnaissance officielle pour une durée de 3 ans, pardon. Ouais. Du coup, on met en place tout un certain nombre d'actions pour favoriser l'entrepreneuriat, pour former ceux qui souhaitent se lancer à la création d'entreprises, à tous les différents domaines de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Et puis, comme c'est un réseau mondial, donc il y a des communautés French Tech à travers le monde, en France et puis ailleurs. Donc ça permet d'avoir une visibilité nationale et internationale pour les projets, les futures startups martiniquaises. Donc félicitations. Il paraît que c'est récent, vous avez eu ça il n'y a pas très longtemps. C'est récent, ça date d'avril, tout récent. Donc là, on est vraiment au tout début, il faut tout mettre en place. On recherche nos partenaires, on met en place nos premières actions. Enfin, il y a tout à organiser. C'est bien, félicitations. Merci. Alors, juste à vos côtés, Roland Ratenant. Alors lui, des casquettes, je pense qu'il en a au moins une cinquantaine, mais déjà, il est à Martinique Digital, c'est ça? Oui. Comme vous d'ailleurs, on a oublié de le souligner. Oui, c'est ça. Alors, à Martinique Digital, qu'est-ce que vous faites? Alors, à la base, je suis vice-présidente de l'une des commissions de Martinique Digital, donc la commission Innovation et Start-up. Et c'est à partir de cette commission que j'ai répondu à un appel à projet pour labelliser le territoire French Tech. Très bien. Alors, on va laisser à Éric Belrose, qui est le président de Martinique Digital, nous expliquer ce que c'est que cette association au nom bizarre. Roland, qu'est-ce que tu fais? Alors je suis en fait dans le digital depuis à présent près de 18 ans, un petit peu comme Marlène. Je suis revenu en fait en Martinique en 2003 à présent, donc ça commence à remonter pour pouvoir un peu challenger. Attention. Challenger. Pour pouvoir apporter la pierre à l'édifice en fait dans la construction effectivement autour des technologies. Alors en fait, quelle du numérique. différence c'est entre numérique et digital? C'est la même chose? Alors initialement, c'était la même chose, mais ce n'est plus vraiment la même chose. Ça veut dire qu'effectivement, digital est rentré dans l'usage. Ouais. Et effectivement, ça regroupe plusieurs domaines, pas que l'informatique. Justement, on va retrouver les métiers aussi de la communication digitale. On va retrouver d'autres types en fait, de métiers, d'autres types d'industries. Et c'est pour ça que l'on met sous la même casquette en fait, tout ce volet en fait, digital. Mais c'est vrai que le socle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'informatique. Alors, dans la vie, tu fais quoi? Alors, je suis le gérant d'une entreprise qui s'appelle Nasdi. Depuis à présent, comme je disais, 18 ans. Ouais. On est spécialisé en fait, dans le développement en fait, d'applications, la création de sites internet, de sites marchands, e-commerce. Alors, site internet, les gens connaissent, mais application? Alors, l'application, c'est, on va dire, l'évolution en fait, du site internet. On arrive à répondre à des problématiques métiers, c'est-à-dire aux problématiques en fait, du quotidien des entreprises. Je suis un boulanger. Exemple. Exemple. J'ai un souci de savoir quand est-ce que mon pain, par exemple, va sortir. On peut créer une application, donc c'est comme un petit logiciel pour savoir en temps réel quand est-ce qu'en fait que mon pain peut sortir en fait du four. Donc on peut aller plus loin en fait dans les métiers, je dirais, des différentes entreprises. De manière très pragmatique, les gens ont des petits personnages ou des petits symboles sur leur téléphone, ils appuient dessus. Et c'est une application. Exactement. Voilà. Exactement. Donc c'est vrai qu'on a tout un volet aussi de développement d'applications sur les mobiles, sur les tablettes, et qui permet de répondre généralement en fait, à des problématiques que l'on essaye de résoudre grâce au digital. Et il paraît que vous avez créé alors attention mesdames et messieurs, une place de marché. Alors ça veut dire quoi? Déjà comment elle s'appelle? Exactement. Et ça sert à quoi? Alors clairement une place de marché. Alors on a créé pendant la pandémie, en fait, dont on est en train d'essayer de sortir. Il paraît que vous êtes devenu très très riche pendant la pandémie, c'est vrai? Déjà avant, mais ça continue. Il était déjà très riche. Et grâce à vous, grâce à vous. Et c'est vrai que voilà, en fait,
Comme toute start-up, on essaie de répondre en fait à une problématique. La problématique, c'était d'assurer la continuité de service. Du jour au lendemain, effectivement, il y a plein de commerçants, de producteurs qui ne pouvaient plus en fait fonctionner, ne pouvaient plus vendre leurs produits, ne pouvaient plus vivre directement. Oui, parce que leur magasin était fermé. Magasin fermé, voilà, volet baissé, etc. Donc on s'est dit bon, on essaie de résoudre cette problématique en mettant en place en fait un portail web, un site internet en fait, mais qui permet de rassembler beaucoup de vendeurs et beaucoup d'acheteurs. Ça veut dire que voilà, un petit peu comme un Amazon en fait, entre guillemets. Exemple concret. Exemple concret sur la place de marché. Ouais. Exemple concret. Quel type de produit vous vendez? Tout type de produit. C'est vraiment une place de marché en fait généraliste. Alors typiquement, vous allez pouvoir trouver en fait une paire de chaussures, vous allez pouvoir trouver des produits de beauté, beaucoup en fait de produits de beauté en fait pour les femmes et les hommes aussi. Hein. Ça va aussi en fait sur la possibilité même de faire ses courses en ligne. Donc si je veux en fait des citrons, des oignons, etc., j'ai la possibilité d'aller sur Bocainou pour retrouver en fait différents produits. Alors moi j'achète et ensuite. Comment je fais pour les avoir? Alors pour les avoir, en fait, on a mis en place aussi toute une logistique. Donc ça veut dire qu'une fois que quelqu'un a acheté en fait un ensemble de produits chez différents vendeurs, on s'occupe d'aller en fait récupérer les différentes marchandises et de livrer en fait partout sur la Martinique. C'est vous qui faites la livraison? On a mis en place tout un dispositif en fait de logistique. Normalement, vous avez peut-être même dû voir déjà des petits camions, des petits fourgons Bocainou en fait sillonner les rues de Fort-de-France. Si c'est pas encore le cas. Donc c'est l'Amazon. Parce qu'eux, ils connaissent Amazon, ne vous inquiétez pas. C'est ça, exactement. Ils achètent beaucoup de choses chez Amazon. Exact. C'est l'Amazon martiniquais, en fait. Exactement, c'est ça. On est vraiment en fait une place de marché généraliste qui permet en fait à tout un chacun de trouver n'importe quel type de produit. Très bien. Alors, et vous êtes également à Martinique Digital. Exactement. Avec quelle fonction? Alors, je suis secrétaire de Martinique Digital. Donc, effectivement, c'est une aventure qui a commencé il y a 1 an et demi et le président, en fait, va pouvoir bien rentrer dans les détails par rapport à cette fédération du digital en Martinique. Mais c'est vraiment un petit peu dans le but de fédérer, de regrouper l'écosystème, qu'on ait un écosystème fort. Alors, on sait ce que c'est. Voilà, exactement. C'est ça que je me suis ressemblé. Exactement. Là, je vous autorise. Allez-y. Moi, c'est pour que je passe après Marlène. Et voilà, un écosystème fort pour justement en fait avoir les moyens en fait de nos ambitions. Et c'est une fédération qui va regrouper aussi bien les acteurs, j'ai envie de dire privés, aussi bien les associations déjà existantes qui font le travail en fait depuis plusieurs années sur le territoire, et également en fait les acteurs publics, parce que c'est vraiment en fait l'ensemble du territoire qui va propulser en fait le digital et qui va permettre en fait à la Martinique d'avoir un axe économique en fait pertinent pour l'avenir. Très bien, je sens que vous allez basculer fatalement dans la politique, jeune homme. Sauf si c'est pas fait, à mon avis, cette émission sera proposée à un certain nombre de leaders politiques. Très bien. Alors, Éric Belrose. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis chef d'entreprise, donc je dirige une entreprise qui s'appelle Bsoft Lab, spécialisée dans les solutions logicielles pour les professionnels. Donc on développe des outils de gestion d'entreprise. Par exemple, qui servent à quoi, par exemple? Qui servent, alors on va dire du niveau plus classique à faire du devis, de la facturation, à gérer ses relations avec ses clients, à faire de la gestion de projet, de la gestion de production pour les entreprises qui en font, de la comptabilité, de la gestion d'intervention sur site pour les entreprises qui ont de l'activité terrain. Et autour de cette solution, on va aller également déployer ce qu'on appelle les solutions métiers. Donc en fait, on va adapter cette solution-là à chaque activité. Donc on va permettre de effectivement suivre des techniciens en plomberie, électricité qui vont aller faire de la réparation chez un client. Ils vont être en capacité de faire remonter en fait ce qu'ils ont fait concrètement, le temps qu'ils y ont passé, les consommables, enfin les outils, enfin le matériel qu'ils auront utilisé pendant leur intervention, ce qui va permettre derrière de faire remonter un devis ou une facture qui peut être du coup envoyée directement au client, tout ça de façon dématérialisée. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait comme études pour faire ça? J'ai fait des études d'ingénieur télécom, donc télécommunications, alors dite généraliste, mais quand même c'est une spécialisation. C'est généraliste dans le sens où je n'ai pas fait uniquement du développement logiciel, donc ce qu'on appelle du codage. J'ai également appris comment fonctionne le système de téléphonie mobile ou de téléphonie fixe, comment fonctionne Internet.
comment on administre ce qu'on appelle un système d'information. Donc typiquement, une entreprise va avoir un certain nombre d'équipements, d'outils, de solutions logicielles qui vont composer le système d'information. Et donc effectivement, on apprend comment concevoir donc l'architecture de ces systèmes d'information, comment on les administre, etc. Donc du coup, j'ai une vision globale de tout le volet technique. Et une expérience à l'étranger ou à l'extérieur de la Martinique, on va dire. Oui, alors plutôt pas professionnellement, pas professionnellement, pas dans la période réelle après post-diplôme, mais effectivement, j'ai eu l'occasion de faire un échange en Espagne, de faire également des stages, notamment à Trinidad. Donc j'ai toujours conservé l'ancrage caribéen au moins. Et puis effectivement, un peu après mes études, j'ai un peu travaillé donc, en région parisienne, enfin sur Paris plus exactement, en tant que chef de service informatique. Donc j'ai géré une équipe d'ingénieurs ou de techniciens en informatique. Et puis je suis rentré donc, pour créer ma structure. Donc depuis spécialisée quand ? Depuis 2013. Donc l'idée effectivement était d'accompagner les entreprises locales pour qu'elles aient enfin les outils qui permettent effectivement de mieux performer concrètement. Et puis effectivement, il y a aussi un volet infrastructure dans ce qu'on développe aujourd'hui, parce qu'effectivement toutes ces solutions-là, elles doivent être ce qu'on appelle hébergées. Donc elles doivent physiquement être installées quelque part. Donc ça peut être sur des ordinateurs. Ça peut être sur des ordinateurs, sur des téléphones mobiles, des tablettes. Mais il y a tout un volet, notamment sur la partie site internet, qui va être hébergé sur ce qu'on appelle des serveurs. Et aujourd'hui, effectivement, Bisoft Lab porte un projet de data center, donc ce qu'on appelle un centre d'hébergement de données. Donc c'est un grand bâtiment, un grand bâtiment dans lequel on va pouvoir faire venir des équipements informatiques. Et donc les entreprises locales, plutôt que d'héberger leur serveur, leur gros ordinateur qui va gérer toute l'infrastructure informatique, elles vont pouvoir le mettre dans un endroit qui est optimisé pour ça, donc avec toutes les conditions. Qui ne brûle pas, parce qu'on a vu qu'il y en a qui brûlent. Hein. Il y en a qui brûlent, même chez les plus grands. Même des très gros. Voilà, même chez les plus grands. Donc l'objectif, oui, mais il y en a qui brûlent aussi chez les particuliers, même surtout. Oui. Enfin, les particuliers, les entreprises. Donc du coup, l'intérêt, c'est justement d'éviter ce type d'incident, d'avoir vraiment les conditions en termes de sécurité, justement de système anti-incendie, de climatisation, parce que tout ça, ça chauffe, et donc il faut le refroidir. Et puis de sécurité d'accès aussi, parce qu'il y a une certaine confidentialité de la donnée. C'est pas très développement durable, ça, non ? Alors, de fait, non, hein, mais il faut le savoir, l'informatique, ça consomme de l'énergie, mais aujourd'hui, il y a une vraie tendance à l'optimisation, ce qu'on appelle, globalement, le développement durable, etc. Donc, c'est réussir effectivement à déployer ces solutions qui ont une importance, hein, on l'a déjà dit, tout en ayant l'impact le plus minime que possible. Donc il y a aujourd'hui des technologies qui permettent de réduire la consommation d'énergie. On travaille également avec les énergies renouvelables. Donc typiquement, on peut alimenter aujourd'hui un centre d'hébergement de données avec du photovoltaïque ou de l'éolien, donc des énergies dites renouvelables. Et puis également, l'intérêt de ces centres d'hébergement de données, c'est aussi de ramener la valeur, la donnée au plus près. Et donc, comme tout, hein, si pour faire quelque chose, ça m'évite de prendre ma voiture. Pareillement, l'information aussi, elle a un certain parcours. Donc, si elle est hébergée, si l'information est stockée aux États-Unis, en Chine, je ne sais quoi, ça va transiter vers différents équipements qui eux-mêmes consomment de l'électricité, de l'énergie. Et le fait de l'avoir au plus proche, on va transiter vers le moins d'équipements possible et on va également consommer moins. Donc c'est aussi ça l'intérêt de rapprocher sa donnée. Puis il y a aussi une question de souveraineté. Donc effectivement, pouvoir faire en sorte que la Martinique puisse avoir sa valeur. Donc toutes ces applications-là, ces logiciels qu'on développe aujourd'hui, créent de la donnée. Ce qu'on appelle de la donnée pour les gens qui nous écoutent, c'est les informations qui sont contenues de... Tout à fait, les informations qu'on va produire à travers ces logiciels, sites internet, applications. C'est une vraie valeur, c'est une richesse. Et du coup, le fait de l'héberger ailleurs, on fait partir cette richesse ailleurs. On pourrait la conserver sur place, on pourrait avoir des emplois du coup, pour gérer ces infrastructures sur place. Et donc, c'est l'intérêt de ce projet.
Très bien. Alors, Martinique Digital, Oui. c'est quoi ce truc? Donc Martinique Digital, effectivement, c'est la fédération des acteurs du numérique en Martinique. Donc l'objectif est, comme l'a dit Roland, de fédérer, de structurer la filière numérique locale. Notre mission, pour résumer, c'est de défendre les intérêts de ces acteurs, donc permettre effectivement que les entreprises... C'est une espèce de et syndicat, associations- en fait. Oui, on peut Syndicat des entreprises du syndicat numérique. professionnel des Ouais. entreprises du numérique et des associations. Mais comme syndicat, ça fait vieillot, vous avez... Oui, mais Vous bon, l'avez globalement, appelé fédération du BTP, fédération, voilà. Donc Là, c'est plus in, c'est ça? C'est plus sexy. oui, c'est plus sexy peut-être, mais il y a vraiment cette idée de fédérer, parce qu'aujourd'hui, on est une petite filière, Ouais. avec des petits acteurs, bon, comme dans beaucoup de secteurs en Martinique, mais on est quand même sur un secteur qui est très porteur, et il y a un vrai enjeu, justement, à fédérer cette filière, à peut-être faire en sorte que nos entreprises travaillent ensemble, se regroupent, deviennent plus grosses, pour pouvoir justement attaquer des marchés, etc. Donc cette volonté-là de défendre les intérêts, d'accompagner les entreprises et puis de valoriser nos acteurs. Est-ce que vous êtes soutenu par les politiques? Oui, globalement, tout le monde a bien compris l'intérêt, Il a failli les dire enjeux. non, mais bon... Non, pas mais politiquement correct, c'est comme ça. partout. C'est comme partout. Il y a le discours Ouais. et puis il y a les actes. Mais est-ce qu'ils ont conscience que, comme partout ailleurs, c'est là qu'il y a de la croissance, des emplois? Est-ce qu'ils considèrent que vous faites partie des leviers du développement de cette île? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ce serait compliqué de le nier. Ce serait vraiment prendre Oui, mais vous savez les choses à contre-pied. qu'ils sont capables, ils ont le contre-courant. courage de nier pas mal de choses. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, Est-ce qu'ils vous prennent au sérieux, en fait? là c'est une autre question. Effectivement. C'est pareil. On est une filière qui est relativement jeune, aussi bien depuis la création, mais même en termes d'acteurs. Ouais. Donc on a peut-être effectivement un certain travail à mener pour structurer. On l'a dit, c'est très disparate, c'est très éclaté, c'est atomisé même. Beaucoup de ce qu'on appelle les freelances, donc des indépendants qui travaillent de leur côté, qui ne sont pas forcément actifs au sein de l'écosystème. Donc il y a ni ce même travail. organisés, ni même employeurs. Ils emploient personne déjà. Tout à fait. Donc très clairement, donc il y a effectivement cette image-là à retravailler, parce qu'il y a des entreprises qui ont cet objectif d'employer, de se développer. Donc il y a quand même ce travail-là à faire. Donc, c'est pour ça que dans la mission, on intègre quand même beaucoup de valorisation, parce qu'il y a une question de considération qui est claire. Et puis derrière, effectivement, il faut qu'on sensibilise, mais je pense que c'est le cas un peu dans toutes les filières. Il y a cette facilité, je dirais, à aller chercher des acteurs reconnus ailleurs. Je pense qu'on le voit également dans d'autres secteurs, d'autant qu'on est plutôt des petits acteurs, donc effectivement, au niveau notamment des marchés, puisque c'est là où je veux en venir, sur les marchés publics, effectivement, il y a cette difficulté-là, le fait de pouvoir dire nos entreprises peuvent répondre, nos entreprises ont la capacité financière, parce qu'il y a aussi les délais de paiement, etc., qui entrent en jeu. On va en parler tout à l'heure. Donc voilà, donc effectivement, sur ce volet-là de considération, il y a encore du travail. Sur l'accompagnement, il y a des volontés, mais derrière, il y a encore peut-être un problème de confiance, mais qu'on retrouve un peu partout ailleurs. On a du mal à faire confiance aux Martiniquais de façon globale. On a peur de l'échec. On est dans un domaine où justement il y a une culture de l'échec qui est un peu particulière, le domaine de l'informatique et des startups. Donc il y a un problème de culture, clairement, entre le monde du digital et le monde plus traditionnel. Nous, effectivement, le fait de tester des choses, d'entreprendre, d'innover, c'est notre quotidien. Et donc à un moment donné, il faut effectivement que du côté des pouvoirs publics, il y ait cette proportion-là à tester, à essayer, à faire confiance. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Le risque, ce n'est pas vraiment leur culture. Jeune homme, j'ai oublié de vous demander ce que vous avez fait comme étude, l'expérience que vous avez eue éventuellement à l'extérieur. Ok.
J'ai fait toutes mes classes en fait en Martinique, collège Périnon, lycée Chéchéan. Je suis parti donc, traditionnellement en France. J'avais le choix pour les études faites scientifiques, soit en Guadeloupe, soit en France. Ma soeur était déjà partie, donc je suis parti à Rouen, en Normandie. Ça arrive. À une heure de Paris. Mais c'est formateur, il pleut 365 jours sur 365. Donc c'est très formateur. La preuve, après les 3 ans, je suis descendu en fait à Montpellier pour faire en fait un DEA des systèmes automatiques et microélectroniques. Alors Rouen, c'était quoi comme étude? Rouen, c'était ce qu'on appelait à l'époque des études 2A, en fait c'était maths physique. Maths physique, voilà, exactement, sur la partie université, j'ai fait de la physique, après une licence de physique, et à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce que l'on fait parce que l'avenir en physique, il est plutôt restreint. Exactement, surtout que dès que je suis parti, en fait, de mon bac, j'ai dit, je fais 5 ans en France, pas plus, j'avais déjà, en fait, cette envie de revenir, je suis profondément martiniquais, et voilà, j'avais vraiment envie de retourner. Je suis retourné après 8 ans, parce que voilà, effectivement... un petit dérapage de 3 ans. Voilà, petit dérapage de 3 ans, c'était pour pouvoir commencer en fait, à travailler en fait, sur Paris. Après mes 2 ans en fait, à Montpellier, dans le DEA système automatique et microélectronique, je suis monté en fait, à Paris faire un DESS de réseau des systèmes en fait, de communication. Et à partir de là, j'ai commencé en fait, à travailler en tant qu'ingénieur consultant dans une boîte qu'on appelle Altran. Et à partir Grosse boîte, oui. Ouais. Et effectivement, là, donc, en fait, j'avais des missions en, fait, en Irlande, en Suède. Donc, effectivement, c'est pour ça que je ne suis pas rentré tout de suite parce que c'était assez intéressant de voir un peu les challenges qu'il y avait sur l'Europe. Et une fois, en fait, à un moment, je me suis dit, oui, si je ne rentre pas maintenant, après ces 3 ans-là, je ne rentrerai pas du tout. Ouais. Donc, en fait, en 2003, je reviens. Et pendant que je fais, en fait, je suis en mission à Orange, il me semble. Je crée, en fait, c'était la première bulle Internet. Je crée une première start-up, entre guillemets. Ça s'appelait GoWinUp. C'était un jeu en ligne. Et donc en fait voilà, je dormais 1 heure, je travaillais la journée, je codais le soir, et là en fait voilà, l'histoire a commencé, je me suis dit bon ok, je vais faire ça, et je veux le faire en fait à partir de chez moi, donc j'ai démissionné, après on appelle ça rupture professionnelle, ça n'existe pas, j'ai démissionné, je suis rentré en fait ici, et à partir de là j'ai commencé en fait à être dans l'entrepreneuriat et de challenger, je l'ai redit, mais de solliciter en fait maintenant c'est ce que c'est. Voilà exactement, de solliciter un petit peu en fait le paysage local autour du numérique et du digital. Très bien. Alors je vous avais dit on garde le meilleur pour la fin, parce que ce n'est pas encore un chef d'entreprise, sauf que en réalité, Fabien a un contrat de service civique, mais il est en même temps start-upper, c'est ça? J'ai le droit de dire ça, start-upper? Oui, très bien. Fabien, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors du coup, moi, dans la vie, j'ai, comme vous avez dit, un contrat de service civique, mais avant de faire ce contrat, j'ai cofondé une start-up dans l'intérim digital, et du coup... Stop. Oui. L'intérim digital, c'est quoi? Alors, je vais expliquer déjà l'intérim. L'intérim, l'idée, c'est de mettre en relation des entreprises et des travailleurs, parce que les entreprises, parfois, ont des besoins ponctuels. Et c'est tout l'intérêt de l'agence d'intérim. Maintenant, le côté digital, c'est d'utiliser toute la puissance en fait, du numérique pour rendre l'expérience beaucoup plus qualitative. Donc vous virez les gens, en fait, et vous mettez des machines. Alors, pas du tout, pas du tout. C'est, quand j'ai pitché l'idée la première fois, on m'a dit... Stop. Ah, oui. Stop. Quand j'ai pitché l'idée. Bon, vous avez vu qu'on est dans un monde un peu particulier. Alors, j'imagine Madame Marie-Luce qui habite reculée Sainte-Marie, qui vient d'entendre un mot nouveau, pitché. Donc, Fabien, il faut que tu lui expliques ce que ça veut dire. C'est présenter en fait, tout simplement. Voilà. Présenter le projet, et du coup la première fois on m'a dit mais du coup tu vas mettre tout le monde dehors. Je dis non en fait. Surtout pas en fait. C'est-à-dire que imaginez aujourd'hui pour aller trouver un poste, vous prenez le Mosaïque qui fonctionne pas souvent, mais vous le prenez, vous allez en agence. Le bus hein. Oui, désolé, c'est l'expression. Vous prenez les transports. Ouais. Voilà, vous transpirez, vous arrivez en agence, vous déposez votre CV. Moi, je vous dis, vous laissez tout ça tomber. Vous prenez votre téléphone, vous postulez, vous allez passer un test en ligne, vous allez rencontrer quelqu'un sans vous déplacer. Parce que c'est ça, c'est beaucoup plus simple en fait le digital. Et c'est ça que tout le monde fait, comme avec Happy Moon, comme avec Bokainu, comme Ubisoft. Donc on reste chez soi et on est en lien grâce à Internet avec son agence d'intérim. C'est ça. Et avec ça, on supprime déjà les limites, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un par exemple qui habite au Mont-Rouge doit descendre sur le centre pour déposer un CV. Alors que nous, on lui permet, juste avec une connexion Internet, alors depuis chez lui ou bien même en 4G,
vu qu'on a travaillé pour faire 4G. Réseau mobile, enfin Ouais. quand vous êtes en extérieur, Téléphone. voilà, Ouais. téléphone mobile. Et du coup, on a travaillé pour faire de manière à ce que la solution soit disponible sur téléphone, mais aussi sur ordinateur. Donc, vous allez dans une cyberbase. Si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez quand même créer un compte dessus. Alors, aujourd'hui, on n'est pas lancé, mais on peut déjà s'inscrire sur le site en tapant jobiz.fr. Et, Ça s'appelle comment votre start-up? Jobiz, donc J-O-2-B-I-Z. Parce qu'ils vont aller vérifier, vous inquiétez pas. Ah ben, allez, je vous invite, allez, il faut faire. Bon, alors, voilà. tu as fait quoi comme étude? Alors, moi, j'ai pas fait grand chose comme étude. Voilà. On va Mais se tu, en dire, as oh fait, là. tu as fait quand même quelque chose. Alors, moi, je suis très curieux, en fait. Depuis le lycée, j'ai fait un bac scientifique. J'ai rien fait de scientifique. J'ai fait ensuite un BTS informatique spécialisé programmation. Quand même. Voilà. Quand même. Je suis pas le meilleur des développeurs. Voilà. Mais du coup, en fait, tout ce que j'ai appris aujourd'hui, tout ce que je mets en Et tu place. as fait ça où? Le BTS au lycée Joseph Gaillard et D'accord. mon bac scientifique au lycée de Bellevue. Et toutes les compétences que j'ai acquises, c'est grâce à Internet, en fait. Parce que, comme j'explique aujourd'hui avec le digital, il y a peu de frontières et tout le monde peut avoir la connaissance du monde entier. Ce matin, je suis à un salon d'entrepreneuriat à Paris. C'était pas possible avant. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, on peut être en contact avec quelqu'un à Paris à 8000 km. Oui, je vous conseille de faire ça. On peut acheter des livres. En un clic sur son téléphone, on a un livre, alors qu'avant, il fallait aller en bibliothèque, Ouais. attendre. Et on n'est même pas obligé de le recevoir sous forme papier, on peut l'avoir en forme digitale. C'est ça. Aujourd'hui, Ouais. dans mon téléphone, j'ai une dizaine de livres. Juste dans mon téléphone. Ah, vous imaginez la place pour stocker des livres. Donc là, il a supprimé les agences de télé, il a supprimé les bibliothèques, il a supprimé les mecs qui vendent des bouquins. On va s'arrêter, on va se calmer, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont envie de bosser, de travailler. Alors, qu'est-ce que tu fais au sein de 36 heures? Martin 36 heures, du coup, j'ai rejoint le projet puisque c'est pour préparer la Martin de demain. La Martin de demain, il y a le digital. J'ai vu le lien en fait avec mon projet entrepreneurial. Et du coup, je me suis dit, je peux apporter ma pierre à l'édifice sur la partie digitale. Ouais. Et puis aussi à animer, puisqu'en fait, Martin 36 heures, il y a plusieurs ateliers en fait. Et du coup, aider à animer ces ateliers, à comprendre, à partager. En fait, tu leur donnes un petit coup de main en lien avec alors, j'allais dire ta passion pour l'informatique, et puis cette espèce de folie furieuse qu'ils ont de régler ou d'apporter des solutions aux problématiques martiniquaises. C'est ça. Mais Alors, raconte-nous ce que c'est que ce contrat de service civique là. C'est quoi? C'est Alors- une espèce de service militaire, mais sans les armes et sans le casque, c'est ça? C'est ça, voilà, je suis en chemise. Donc, non, c'est. Du coup, le contrat de service civique, c'est quelque chose proposé par l'État. On peut faire un service civique dans plusieurs associations. Maintenant, moi, j'ai choisi Martin 36 heures. Et donc, ce service civique, voilà, il porte son nom. Rendre un service civique. Et là, aujourd'hui, on rend ce service avec la population de réfléchir. Ça dure combien de temps, le service civique? Là, je suis sur un contrat de 6 mois. 6 mois. 6 mois, donc jusqu'à décembre. Et dans ce contrat, on a l'événement en septembre. Le fameux événement dont on va parler tout à l'heure. Voilà, exactement. Bien, alors, le contact avec ces gens-là de 36 heures, ça s'est fait comment? Toi, on a compris, mais tu vas nous raconter quand même, parce que tu es à l'intérieur du système. Et vous, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu de la lumière? Vous avez entendu parler du professeur? Alors, Comment ça s'est passé? Nous, on en a entendu parler lors d'un événement qui a eu lieu au mois de novembre, qui était autour des questions de la culture et du tourisme, qui était organisé par la Direction des Affaires culturelles. Donc on a eu un premier Contact? j'allais dire teasing, Attention, un pas premier voilà, aperçu de Vous ce avez remarqué projet. qu'ils perdent leur français. Oui. Déjà le français, à mon avis, c'est mort, mais le créole, ça va être pire, parce que teasing en créole, ça doit être compliqué. Oui. c'est Alors, sûr. Donc c'est là qu'on a entendu parler de ce projet pour la première fois, avec une volonté de développer déjà un hackathon. Enfin, donc du coup, on va peut-être en parler Oui. tout à l'heure. alors, hackathon, on a déjà développé. D'accord. Les gens qui nous suivent savent ce que c'est. Ok, très bien. Parfait. Un marathon du développement, c'est ça? C'est ça, de la du réflexion, projet, du développement, d'innovation. projet. C'est vrai qu'on n'a pas
spécialement eu plus de contacts que ça depuis. Nous aussi, on a développé certaines actions et à un moment donné, effectivement, on s'est posé la question de la cohérence, enfin de réfléchir à ce qu'on pouvait mettre en commun là-dessus. Et puis, assez récemment, on a été sollicité pour contribuer, ce qu'on fait déjà, mais qu'on peut faire effectivement dans d'autres cadres. Donc oui, pourquoi pas dans ce cadre-là. De toute façon, est-ce que vous savez que vous allez être associé étroitement au projet, donc on va en parler avec toi. Surtout, vous êtes des experts maintenant. Vous savez ça. Vous savez ce qui vous attend. Bon, alors j'en profite pour rappeler un petit peu le concept à travers à la fois des ateliers. Alors, on est à la recherche sur plusieurs thématiques de participants à ces ateliers. Donc, je vous donnerai les numéros de téléphone, les emails, les adresses mail pour que vous puissiez vous inscrire si vous souhaitez participer aux ateliers. Mais il est important également que vous puissiez participer lors de l'événement qui aura lieu en septembre 2021, qui sera le point d'orgue de cette manifestation. Alors, les experts vont donc accompagner des projets, des porteurs de projets, dans leur domaine de compétences, bien évidemment, de manière à ce que ces projets puissent mûrir, se concrétiser et surtout éviter de disparaître dans la nature. On a tous besoin d'innovation dans ce pays. Fabien, est-ce que tu en es déjà à participer concrètement à des ateliers, à la machinerie, je dirais? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Alors, aujourd'hui, on a eu surtout des réunions pour un peu fixer une feuille de route. Ouais. Qu'est-ce qu'on va mettre en place, puisque notre contrat a débuté assez récemment. Bien évidemment, l'association a déjà fait un sacré travail en amont. Et, oui, je rappelais que ça a commencé il y a plus d'1 an aujourd'hui. C'est ça. Donc, il y a vraiment un travail qui a été fait. Aujourd'hui, on vient les appuyer sur le terrain. On était censé avoir un premier atelier demain qui a malheureusement été annulé. Mais il y aura prochainement un atelier. Et du coup, ces ateliers, on a des personnes qui sont formées et qui vont du coup animer les ateliers avec les différentes personnes qui vont y participer. Très bien. Donc, vous savez ce qui vous attend. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas chômer. À la fois dans la préparation des ateliers et puis dans le suivi des projets. Et vous allez peut-être trouver des jeunes ou des moins jeunes dans votre secteur d'activité qui développent des choses qui vont vous passionner. Parce que j'ai bien l'impression qu'en matière d'innovation, notamment dans le numérique, tout est possible. En fait, j'ai l'impression que le grand remplacement des métiers traditionnels a commencé et j'ai bien constaté que certains métiers ont disparu grâce à vous. Non, je plaisante. Je plaisante. Alors, allons faire un petit tour dans la société martiniquaise. On a déjà abordé avec Eric, on va dire, la place du digital dans l'économie. Quelles sont, selon vous, les faiblesses de la société martiniquaise, de l'environnement martiniquais, quand on parle de digital ou de numérique? Marlène? Alors, les faiblesses de la société martiniquaise, je dirais en premier l'électronisme. Alors, allons expliquer ce que c'est que l'électronisme. C'est, c'est le... Comment expliquer l'électronisme? Non, en fait, c'est l'illettrisme dans le numérique. Voilà. Alors, l'illettrisme, c'est ne pas savoir lire, ni écrire, ni compter. Donc, ça touche quand même, dans certaines régions de la Martinique, près de 30% de la population. Donc, à ne pas négliger. Mais là, en plus, il y a des gens qui savent lire, écrire et compter, mais face à un ordinateur, ils sont totalement perdus. Ils sont totalement perdus. J'ai l'exemple de ma maman. Ouais. Elle s'y met de plus en plus parce qu'elle est obligée à son travail, tout est de plus en plus numérisé. Mais au début, c'était compliqué. À chaque fois, il faut lui remontrer comment on utilise une tablette, comment on fait une telle démarche sur Internet. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, elle a besoin de moi pour utiliser tous ces appareils électroniques. Parce que la conjonction
de l'illettrisme plus de l'électronisme, ça risque de poser une catastrophe, de créer une catastrophe. Moi, je vois ça, par exemple, dans l'utilisation de tous les services bancaires. Alors, les banques, elles ont carrément arrêté de recevoir leurs clients, y compris dans les agences qui avaient un guichet. Maintenant, il y a un seul guichet, hein, on est d'accord? Donc, c'est pas la peine de venir dans votre banque. Mais surtout, là, c'est plus toute la journée, c'est juste le matin. Et l'après-midi, vous êtes face à des machines. Vous, ce système-là, ça ne vous effraie pas? Ben moi non, parce que moi je suis née dans ce système, Dedans, ouais. voilà, je suis dedans tout le temps, enfin je suis tout le temps connecté sur mon téléphone, mais c'est vrai qu'avec notre population qui est vieillissante, ben ce sera, enfin c'est un gros problème. Parce que les gens qui sont illettrés, il n'y a pas que des personnes âgées. Hein. Non, il n'y a pas que des personnes âgées. Les militaires qui organisent ces fameux 3 jours où on prend les gosses de 18 ans, c'est eux qui nous donnent les chiffres de l'illettrisme. Hein. Ouais. Et dans le Nord Atlantique, ils sont sur des chiffres qui sont terrifiants. Donc, je rappelle que ce sont des jeunes de 18 ans et un peu plus, dont 35% ne savent ni lire, enfin, ont des difficultés certaines à lire, écrire et compter. Donc, en fait, c'est votre public, ça, c'est l'avenir qui a ce problème. Alors, si déjà, ils savent très mal lire, écrire et compter, comment ils vont faire avec... Parce que on est bien d'accord que pour utiliser un ordinateur ou même un téléphone, il vaut mieux savoir lire. Tout à fait. C'est obligé. C'est même indispensable. C'est indispensable. Comment ils vont faire? Ben, en fait, c'est à nous justement de les accompagner, de mettre en place un certain nombre de formations, Et pourquoi il n'y a pas des d'aller vers eux. Pourquoi il n'y a pas des start-up qui, en Martinique, se développent sur ça? Ça marche, c'est considérable. Ça existe, effectivement. Donc, on a des structures, notamment associatives. On peut parler de Penspace, qui sont localisées à Rivière-Salée et qui se sont spécialisés dans ce qu'on appelle la médiation numérique. Ouais. Donc, ils travaillent pour l'inclusion numérique. Donc, ça veut dire, justement, amener les publics éloignés de ces questions-là, des outils, d'utiliser, effectivement, son téléphone, enfin, parce que beaucoup de personnes ont un téléphone, mais savent éventuellement téléphoner. Et encore, ça s'arrête peut-être aller envoyer un message WhatsApp, ce genre de truc, parce qu'on leur a montré je ne sais combien de fois. Ouais. Mais effectivement, aller faire une démarche administrative, sa déclaration d'impôt ou... non, là, là, ils sont perdus. Son actualisation CAF ou je ne sais quoi. C'est plus compliqué. Installer une application, voilà, donc effectivement, aujourd'hui, il y a des structures qui ont pris cette mission-là à bras le corps. C'est à mon sens quand même une mission de service public. Donc on peut aujourd'hui, mais c'est le cas, on parle de l'économie sociale et solidaire, etc. Mais en réalité, ce sont des missions de service public qui sont réalisées par des entreprises qui d'initiative particulières, enfin personnelles, qui vont répondre à ce besoin-là. À la base, à l'origine, c'était notamment les missions des cyberbases. Oui. Qui ont été fermées d'ailleurs. Qui sont plus ou moins ouvertes. Voilà, qui sont plus ou moins ouvertes, mais là, ça fait partie des grandes questions qu'on se pose aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé sur les cyberbases? Pourquoi, même là, dans le contexte actuel où l'urgence est présente, notamment avec la crise du Covid, cet isolement-là, cette rupture est encore plus prégnante. Voilà, où est la réaction quand même des pouvoirs publics? Est-ce qu'on doit effectivement juste se dire que maintenant qu'il y a des associations qui prennent ce type d'activité-là comme une activité économique, on se repose sur elle? À mon sens, ça va être compliqué de compter uniquement là-dessus, surtout effectivement dans ces zones où il y a de l'isolement de fait, même j'allais dire géographique, mais physiquement, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont à la campagne, qui n'ont pas forcément accès à des services publics de proximité, et donc encore moins à des entreprises qui vont faire la démarche. C'est une forme d'exclusion. Oui, c'est clairement une forme d'exclusion. Oui. Marlène, autre chose que tu aurais à stigmatiser, à montrer du doigt comme faiblesse? Alors, je parle des faiblesses de la société, mais je parle surtout des faiblesses de cette industrie du numérique. Quels sont les obstacles auxquels vous vous heurtez?
Quelles sont les problématiques que vous rencontrez? On parlait tout à l'heure du financement. Le financement, un gros problème. Alors pourquoi cette industrie, plus qu'une autre, a besoin... Alors je reprends un terme, parce que je me suis un tout petit peu renseigné quand même, avant de faire cette émission, a autant besoin de brûler de l'argent? Parce que c'est l'expression que régulièrement vous employez. Alors, brûler de l'argent, en fait, c'est une industrie qui a besoin de main-d'œuvre, bizarrement, de personnes. Ah ben, donc, du temps, homme-jour. Il y en a un qui élimine les Oui, gens, voilà, alors, et je plaisante. Mais pendant- Et il y en a un qui dit, mais pour brûler des gens, il faut employer des cerveaux. Exactement, ça veut Voilà. dire qu'en fait, on est dans une mutation en fait, de société. Ça veut En dire qu'il y a fait, des- non, il y a des lui, métiers qui il disparaissent. détruit personne. Il fait les gens sortir de métiers traditionnels C'est ça. pour venir dans de nouveaux métiers. Exactement. Donc ça coûte cher. Ça coûte cher, ça veut dire qu'on va retrouver en fait le volet formation. Ouais. C'est vraiment en fait, il y a une grosse problématique de formation et pas forcément en fait sur ceux qui sont illettrés. Et j'ai envie de dire que même les institutions que l'on a, il y a encore plein de personnes qui savent pas envoyer des mails, mais de rechercher en fait des choses basiques dans l'usage en fait au quotidien de cette technologie-là. Utiliser des logiciels. Utiliser des logiciels. Donc en fait, il y a de nouveaux métiers qui peuvent apparaître pour accompagner, pour coacher même en fait Ouais. nos dirigeants, de coacher des directeurs d'entreprises qui sont Pourquoi vous vous embêtez tous là à aller imaginer des trucs nouveaux Alors au lieu que- de voilà, exactement. former les gens, parce qu'il y a Qui en des ont besoin. dizaines de milliers de personnes qui ne savent pas, par exemple, utiliser un logiciel qui est un logiciel de base, qui est un logiciel qui s'appelle Excel, qui permet de faire des calculs. Alors moi, j'ai découvert que de plus en plus de gens nous disent, vous savez, moi, Excel, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. clairement. Comment on peut faire? Mais alors, je souhaite intervenir, c'est-à-dire qu'il y a aussi la formation, mais aujourd'hui, il y a aussi c'est-à-dire que même si on forme les gens à un instant T, il faut avoir cette culture d'aller se former par soi-même. Ah ouais, non, Parce mais que- bon, quand ils ont 51 C'est- ou même 35 ans, c'est compliqué. Hein. Oui, c'est vrai que c'est dur, mais aujourd'hui, j'ai remarqué que même moi, je me retrouve largué. Alors que j'aurais pu dire que je suis jamais largué. Ouais. Je prends l'exemple d'un nouveau réseau social, TikTok. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Non, pas tout le monde, pas tout le monde. Bon. Non, là, les gens qui nous regardent, TikTok... C'est un réseau social. Et moi-même, Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réseau social? un réseau social, c'est Facebook. Facebook. Non, mais je sais que Facebook, Alors, c'est. changeons la question. À quoi ça sert déjà? À quoi ça. Partager des vidéos, des photos, échanger. Communiquer. En fait, ça met en Communiquer. relation des gens entre eux. C'est quoi. ça. Voilà, réseau Voilà. social. Voilà. Et du coup, Alors, TikTok, c'est un réseau autour de la musique, des clips musicaux, voilà, pour simplifier. on se la vidéo. filme, Ouais, la vidéo. on fait les marioles, et puis après on poste, et puis on est très content que plein de gens regardent, c'est ça? Oui, mais J'ai résumé? oui, mais pas que. Alors, c'est juste, on parlait justement, je vais revenir sur ce volet-là, c'est qu'il y a Attends. de nouveaux métiers. Attends, garde, on le laisse terminer sur TikTok, puisqu'il allait nous dire, grande révélation, qu'il est largué sur TikTok. Ah, c'est bien ça? Non, mais pas ça, mais c'est-à-dire Ouais. que il y a ça, mais en fait, c'est-à-dire que le numérique, ça avance tellement vite qu'aujourd'hui, même si qu'on forme, alors oui, on peut aider à former les gens, envoyer des mails, mais même le mail aujourd'hui, c'est dépassé. Parce qu'on est en train de voir que le mail pose des problèmes et aujourd'hui, je sais pas, il y a Slack par exemple, il y a les outils comme Discord pour de la messagerie instantanée professionnelle et ça avance très vite. Et aujourd'hui, certes, il faut former les gens, mais il faut surtout apprendre à apprendre le numérique, c'est-à-dire toujours être dans cette curiosité de se dire, par exemple, Excel, vous avez parlé d'Excel, mais même aujourd'hui, Excel, Oui, il y a des gens qui disent comment- c'est des... qui savent pas utiliser Excel, alors que Excel, maintenant, est dépassé dans certaines choses. Je prends la comptabilité, on peut faire de la comptabilité sur Excel, mais il vaut mieux utiliser un logiciel Oui. propre à ça. Ça date pas d'hier, mais Voilà. la problématique, alors je reviens sur cette histoire de formation, le potentiel est considérable. Le potentiel est considérable. Ça veut dire qu'il y a peut-être des métiers qui disparaissent, mais il y en a en fait plein qui se créent. Et on ne connaît pas en fait quasiment 60% des métiers de demain. Justement, on parlait en fait de Martinique 2036 en fait. Il y a une vingtaine de métiers qui vont se créer. Donc c'est pour ça que. Mais est-ce que vous faut n'êtes pas en avoir- train, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous menacer vous-même à travers cette culture et c'est intéressant ce que Fabien nous dit, cette culture qui privilégie l'acquisition spontanée. D'ailleurs, quand on achète un appareil électronique aujourd'hui, il n'y a pas
De notice. de notice. On est bien d'accord. On achète un ordinateur, en fait, l'ordinateur vous dit, tu te démerdes, en fait. C'est C'est ça. ça, excusez-moi du vocabulaire. La faute Il n'y à a, pas de l'iPhone. il y a pas de notice. C'est ça, ok Steve Jobs. Bon, donc, on est là dans un monde qui terrifie 75% de la population. C'était en fait c'était un peu le mot que Ouais. j'allais utiliser. En fait, il faut pas avoir peur en l'avenir. C'est vraiment même s'il terrifie, Ouais. c'est d'arriver justement en fait à avoir cette acculturation. Il faut arriver à ce que les jeunes qui sont dans la tech, les anciens qui travaillent en fait dans des entreprises traditionnelles arrivent à se rencontrer et même d'avoir une culture d'entreprise où je prends un exemple où les vendredis après-midi sont dédiés à ce que des gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrent et échangent. Ça fait partie aussi de la formation, de la culture en fait qu'il faudrait avoir pour rester dans le apprendre à apprendre. Oui, mais ça, c'est le rêve absolu du geek. Alors, le geek, il y a quelqu'un qui a une définition du geek. Allez, Marlène. Un geek, c'est une personne qui est à fond, Passionné. passionnée sur tout ce qui est nouvelles technologies, Internet. D'accord. Donc, là, on est dans un rêve absolu du geek qui veut... qui veut séduire, parce que Marlène a mis le doigt sur un truc qui est fondamental. L'une de vos principales contraintes, l'une de vos principales faiblesses, c'est que vous êtes dans un monde qui est connecté au niveau mondial et qui a des taux de croissance à 3 chiffres par exemple, sur une petite île où la très grande majorité de la population est en décalage total par rapport au monde dans lequel vous vivez. Exactement. D'où en Et fait comment on fait pour régler ce problème-là? l'importance de cette acculturation. Il faut que ces gens se rencontrent pour qu'ils comprennent que on ne peut pas justement en fait devenir des champions d'hommes et de l'innovation si on ne met pas les moyens. Les Américains ont compris ça il y a très longtemps, en 1900, même avec Tesla qui a essayé de travailler avec Edison, ils avaient compris que même si c'est un génie, il faut mettre des moyens pour qu'on Alors arrive. c'est quoi les moyens? Les moyens financiers. Moyens financiers, ça veut dire que dans la logique de la start-up, Ouais. ça fait partie dans la méthodologie. On a un concept, on a une idée. Il faut en fait avoir des fonds. Il faut avoir un levier. Et qui est-ce qui vous fournit les fonds? Parce que est-ce que c'est pas ça? Local. Ouais. Est-ce que c'est pas ça votre problématique majeure? Oui, alors sur la question de la formation, oui, il faut de l'argent massif, Ouais. clairement, parce que là, on est sur une question de société. Donc c'est toute la Martinique dans son ensemble qui doit impérativement être formée, je dirais même accompagnée. Il y a vraiment un cap à passer pour que les personnes aujourd'hui qui sont éloignées puissent raccrocher le wagon. Mais enfin, cette question de l'argent, comme on l'a dit, aussi bien dans le principe de la croissance des entreprises, en fait, ces profils-là sont des profils qualifiés. C'est des personnes qui ont été formées, qui sont très demandées sur le marché parce qu'il y a ce besoin, que ce soit pour réaliser des solutions ou pour former, il y a un besoin fort sur le marché. Et Alors c'est la concurrence mondiale là-dessus. Donc, alors, j'ai bien compris que plus ils sont demandés, plus ils coûtent cher. Tout à fait. Oui. Il y a une espèce de D'escalade. compétition, Tout à fait. d'escalade des salaires. Vous Oui. êtes comme des joueurs de football, en fait. Hein. oui, globalement. C'est bien ça. Hein. Et ce sera d'autant plus cher que ces personnes-là auront eu l'opportunité d'évoluer ailleurs. Ouais. Typiquement, si, on a encore le problème de la formation, mais cette fois-ci locale, pouvoir former des formateurs localement, ça permet justement de les cueillir, on va dire, dès qu'ils ont eu leur diplôme et qu'ils ne sont pas encore partis voir les... C'est une réalité. Une fois qu'ils sont partis... C'est trop tard. C'est trop tard. Ouais. Quand ils ont goûté aux sirènes de l'argent et des sociétés, des grandes startups qui te mettent bien à l'aise comme il faut. Bien et à après, l'aise, c'est combien? C'est combien par mois? Beaucoup. Par Alors, mois, enfin, Allons faire un peu rêver les jeunes là qui sont derrière leur écran. On les fait rêver en Martinique ou Oui, on les fait rêver dans le monde non. Dans la- On dans va la- donner les deux salaires. Le Dans la salaire Silicon local Valley. et le salaire Silicon Valley. Alors, moi je peux parler peut-être de développeur, donc quelqu'un qui effectivement fait du logiciel. Junior, on va dire. Alors, en France, on va dire, on sera sur une moyenne peut-être de... en mensuel, je ne sais pas ce que ça donne, mais annuel. En annuel, ça donne du 40 000 euros Ouais. en sortant d'école. Il a quel âge à ce moment-là? Il a 22 ans, 23 ans. Il a 23 ans. Donc, et après, si on part effectivement Silicon Valley, on est à des 70 000 euros dès le départ. Ouais. Selon sa spécialisation, s'il est spécialiste intelligence artificielle, blockchain, enfin des technologies de pointe, ça va très vite. Alors, Et en pour les gens Martinique- qui nous écoutent, allons être très pragmatiques. Ce métier,
c'est d'abord un métier où on utilise son cerveau, hein. On est bien d'accord. Quasi Et uniquement. ses mains, c'est ça? Donc on écrit, donc on utilise son cerveau et ses mains. En dehors de ça, on ne fait rien d'autre, hein. On est bien d'accord? Oui, c'est ça, c'est vraiment en fait le métier de l'immatériel. Ouais. Mais c'est vrai que là, on était sur un volet de codage, mais Attends, Roland. Allons rester très concret. Il faut. Quel est votre métier? C'est quoi votre métier concrètement? Moi, je sais ce que un agriculteur qui plante des ananas fait. Ok? Vous faites quoi? alors nous, on écrit des programmes. Voilà. C'est ça que eux, ils ont besoin de comprendre et d'entendre. Mais dans le Donc digital- vous mettez des lettres, des chiffres, des barres, des symboles à la queue leu sur des lignes, c'est ça? C'est ça, c'est apprendre un langage. On Voilà. peut apprendre l'italien, le chinois. Là, en fait, on apprend en fait des différents types de langages pour pouvoir en fait parler avec des machines pour justement avoir une interface qui nous permet de manipuler les machines. Voilà. Donc, en Et fait, de créer donc des petits programmes qui vont permettre à la machine et à d'autres outils de réaliser ou de actions. solutionner des problèmes. tout à fait. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Et ça coûte une fortune aujourd'hui. Alors, ça peut coûter une fortune, mais que l'accès aussi en fait à cette information en fait peut se faire, comme disait tout à l'heure, en fait à tout un chacun. Ouais. Donc, lutter contre l'électronisme, l'illettrisme, etc. permettrait aussi à tout le monde d'y avoir accès. Alors, qu'on comprenne bien et qu'on leur explique bien, tous ceux qui nous écoutent, ça existait depuis très longtemps, on va dire ça comme ça, hein, dès les années... Enfin, dès les années 30, 40, pendant la guerre, il y a des types qui codaient des machines, etc. Bon, mais la vraie révolution, en fait, c'est quand toutes ces machines dans le monde entier ont pu être mises en connexion. C'est ça. C'est l'invention d'Internet qui a rendu votre métier extrêmement lucratif et qui a permis la fortune considérable des gens qui utilisent Internet. C'est bien ça. C'est bien ça, et ça s'est amplifié, ça s'est accéléré en fait avec les dernières années. Ouais. Aussi avec justement ces nouveaux métiers, ces nouveaux usages. Ça veut dire qu'il n'y a pas non plus que des développeurs et des gens qui écrivent en fait les programmes, qui arrivent en fait à faire de l'argent, on va dire. Ouais. Il y a tout ce qui est en fait sur le volet communication, les influenceurs par exemple. Là c'est en fait ce qu'on Ça, c'est les gens demande. qui utilisent vos outils. Alors ils utilisent nos outils, Ouais. mais ils gagnent aussi énormément Ouais, d'argent. d'ailleurs, en fait, ils gagnent sur le- plus que vous, d'ailleurs. Exactement, c'est exactement ça. Ça veut dire que ce domaine du digital Ouais. permet en fait à tout un chacun de s'y retrouver. Et en fait, voilà, si on est créatif, si on a ce qu'on peut croire justement que c'est un amusement sur TikTok par exemple, je reviens en fait sur ce réseau social ou sur Facebook ou sur Instagram, il y a des gens, c'est le métier d'être en fait, j'ai envie de dire, récurrent, de produire du contenu, de créer des vidéos pour pouvoir effectivement permettre à d'autres entreprises d'exister, de communiquer et donc d'avoir en fait un véritable métier derrière ça. Alors, qu'est-ce qui s'oppose, qu'est-ce qui contraint, qu'est-ce qui malmène le créateur de start-up en Martinique? Quels sont les obstacles les plus importants auxquels il se heurte aujourd'hui? Marlène. Alors, il y a 3 obstacles. Donc, Ouais. la formation, comme on l'a dit. Il y a aussi le réseau. C'est très important. Alors, c'est quoi le réseau? Le réseau, c'est être en relation avec... Connaître des gens. Voilà, connaître des gens déjà sur le territoire martiniquais et même Ouais. ailleurs. Donc, grâce aux outils numériques, on peut être en contact avec n'importe qui dans le monde. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, il y a... Formation, réseau et fric. Et financement, et c'est là le plus gros problème, comme Ouais. je l'ai déjà souligné, parce qu'en fait, il y a quand même des financements, il y a des financements des subventions, il y a des financements bancaires, mais en fait, le temps de ces institutions n'est pas le même que le temps du privé. Et une start-up, ça a besoin d'aller vite, sinon ça meurt vite aussi. Alors, Donc c'est ça, Si oui. je peux me permettre, il y a quand même du financement du privé qui existe en Martinique. Il y a des gens qui ont de l'argent en Martinique qui pourraient investir dans des Voilà. startups. Et qui. Et pourquoi ils ne le font pas? On revient encore sur la partie crédibilité. Ça veut dire... Ils pensent que vous êtes fragile, c'est ça? Oui, C'est ça. potentiellement, mais en fait, c'est pareil. Il y a aussi cette question de culture. Ce que tu disais au tout début de l'émission, quand tu disais il n'y a pas la culture du risque. Oui, tout à fait. Il n'y a pas cette culture-là et l'enjeu qu'il y a autour de l'échec enfin, psychologiquement est assez considérable. Maintenant, même au-delà de parler de start-up, en fait, Ouais. il y a des entreprises, il y a des grands groupes locaux
locaux, plutôt, qui pareillement ne sont pas au niveau sur la digitalisation. Alors certes, elles sont peut-être un peu plus avancées que l'artisan qui n'a pas encore son outil pour faire ses factures, mais si on doit comparer en fait en termes de chiffre d'affaires réalisé et de l'investissement qu'il y a sur les outils digitaux, et notamment investissement local sur des produits locaux, on n'y est pas. Donc il y a quand même cette prise de conscience-là à avoir qui fait qu'aujourd'hui on est quand même assez contraint. Et puis effectivement, donc on a parlé, je voulais dire quelque chose par rapport à la formation. Non, la question effectivement du temps aussi. Ouais. De la rapidité. Oui, en fait non, je ne parle pas du temps par rapport à le rythme des entreprises du digital. Je parle du temps du chef d'entreprise, des chefs d'entreprise de façon globale, qui sont eux aussi très pris, très seuls, et qui n'ont pas forcément non plus le temps de s'arrêter, de se dire bon ben voilà, j'ai une problématique, il faut que je l'identifie concrètement et que je commence à entrevoir des solutions pour pouvoir ensuite m'orienter. Et c'est un peu également reprendre la question du réseau. Qui est importante. On a cette difficulté-là aussi entre acteurs économiques à s'ouvrir l'un à l'autre, à exposer nos problématiques. Ça, c'est l'un des enjeux effectivement qu'on essaie de porter au sein de Martinique Digital et de la French Tech, ce qu'on appelle l'open innovation ou l'open digitalisation. En fait, c'est open pour ouverture. Donc, en gros, c'est réussir justement à créer des lieux, des instants, des moments d'échange entre entrepreneurs pour justement que chacun puisse partager en fait sa problématique et pareillement ses solutions. Donc permettre à ces deux mondes-là, l'offre et la demande, de se rencontrer. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'espace pour ça en Martinique et c'est quand même important et ça permet justement de faire se rencontrer des potentiels investisseurs ou des potentiels clients avec des gens qui conçoivent et réalisent des solutions localement. Est-ce que ici on peut dire qu'il y a des entreprises de ce domaine qui sont des modèles que vous pourriez citer comme modèles parce que on a un peu cherché nous de notre côté. Et souvent, on s'aperçoit que c'est des entreprises qui sont flamboyantes à un moment et hop, elles disparaissent, elles s'écroulent, elles sont rachetées. Alors c'est un peu le cas partout, mais c'est encore plus emblématique sur des entreprises qui semblent être extrêmement fragiles. Alors, est-ce que vous avez des champions dans vos domaines que vous pouvez citer en dehors de vos propres entreprises, hein. On a compris que Bisoft Lab, c'est un champion, que Nasdi, c'est un champion, que Inopiné, à mon avis, ça devrait l'être, et Jobiz également. Mais en dehors de ça, pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'on peut citer des noms? Alors, oui. C'était, en fait, ça me fait penser à une question, effectivement, qu'on avait rencontrée en fait, à Paris, qui demandait c'est qui vos 5 champions? Ouais, un petit peu pour savoir, effectivement. Alors, c'est pas Apple, c'est pas Amazon, c'est pas Microsoft. Alors, localement, enfin, en tout cas, il y a des Martiniquais qui sont aussi, en fait, quand même des exemples. Ouais. Il y a ne serait-ce que. Il y a Trace qui a sorti Trace Academy. Il a fait une levée de fonds en fait l'année dernière pour justement tout le volet en fait d'apprentissage et de formation via l'entertainment pour des personnes qui n'ont pas accès. Tu commences à employer des mots interdits là. C'est vrai. Le divertissement. Voilà. Par la télé, etc. Ça c'est Olivier Laouché. Voilà, exactement. Ouais. Il y a aussi Jacques Gustave aussi qui travaille en fait, qui a fait aussi une levée de fonds en fait l'année dernière, donc qui montre un petit peu que les choses sont faisables. Ouais, non mais c'est. Pour les anciens. J'arrive au nouveau. Ceux-là c'est des anciens et en plus ils sont localisés en Afrique du Sud. Donc voilà. Ça marche pas. Moi, je veux quelqu'un qui soit ici. Localement, en fait, jusqu'à ce que récemment, on avait en fait une start-up qui s'appelait Carfully, qui mettait en fait en relation en fait. Oui, mais c'est pas le bon exemple. Mais alors c'est pas le bon exemple. C'est une vraie question. Ça veut dire que justement, moi, je pense qu'au niveau même des pouvoirs publics, en fait, justement, c'est une start-up qui n'a pas dû se faire racheter. On aurait dû injecter des fonds localement. Il faut rappeler qu'ils ont été rachetés par une boîte réunionnaise. C'est ça. Mais c'est eux qui auraient dû peut-être racheter la boîte réunionnaise. C'est ce que je veux dire aussi par rapport à ça. Ça veut dire que voilà, il y a quand même des exemples, il y a des startups. À présent, en fait, avec justement le Covid, il y a eu des explosions en fait de nos startups locales. Je prends l'exemple par exemple de Clicodoc, par exemple, voilà, qui est autour de la médecine à distance, on va dire, de la prise de rendez-vous à distance pour aller chez
les professionnels de santé. Voilà, exactement. Ouais. On a Ileco, par Voilà, exemple. C'est exactement. Pourquoi dématérialisation de prospectus. Donc, sur toute une application, on a tous les prospectus Donc, des on n'utilise magasins. plus de papier. Non, plus de Ouais. papier. On Les a... imprimeurs sont morts. Hein. Un de plus. Un secteur sinistré de plus. Alors, on a Easy Drive aussi. Ouais, c'est quoi? Donc, ce sont des bornes électriques pour recharger les voitures. Ouais. On a Collaboration. Donc Tout ça, c'est des gens qui font partie de votre... qui font partie de mon board French Tech, la plupart. Mais Et de donc, toute le l'aventure. Bon, et- French Tech. Oui, Bon, ok. le board. Là, on Dans est mon largué, équipe. mais c'est pas grave. C'est mon équipe en fait. Voilà, On très bien. est composé de 12 personnes, 12 entrepreneurs, donc des startups à fort potentiel de développement déjà en local et puis qui essayent justement de se développer à l'extérieur aussi. On a également Table qui permet de prendre des Réservation. réservations de restaurants Ouais. directement en ligne, de réserver une table. On a Baby Poom. Baby Poom, ce sont des faire-part de naissance numérisés, enfin digitalisés. Et clairement, alors, si je rebondis en fait sur par exemple un Baby Poom qui à mon sens aussi en fait est une vraie start-up avec un fonctionnement tout de suite international. Ouais. Qui est voilà, donc le créateur et le fondateur en fait est en Martinique et a vraiment déjà en fait un rayonnement international. Et à mon sens, Ça veut dire quoi, un rayonnement international? c'est que son activité, Il y a des il a clients. déjà des clients, voilà, il a Ouais. des clients en fait partout dans le monde. Qui Et utilise en qui fait utilise en ouais. fait son application mobile, ce sont des faire-part de naissance, en fait c'est lié autour en fait des naissances et il a tout de suite en fait des clients partout dans le monde et c'est une application qui a été créée en Martinique. Et typiquement, il aurait fallu, à mon sens, encore une fois, Qu'est-ce qui manque pour que ça se développe? il manquerait en fait d'éjecter justement, en fait, d'avoir des investisseurs pour que son rayonnement en fait soit maximisé, multiplié. Mais qu'on puisse pourquoi- mais accéder- pourquoi vous cherchez- c'est pas qu'une question d'argent et enfin moi je pense aussi qu'il y a un manque de soutien des acteurs publics. Qu'est-ce que tu appelles de soutien? Parce que typiquement, on parle de champion. Un champion, il est porté par son territoire. Aujourd'hui, on n'a pas réellement d'action de promotion forte. Mais est-ce que c'est pas de votre faute tout C'est aussi, simplement oui. Alors aussi, parce que du coup, on prend cette mission, si ça fait partie effectivement de nos missions, de valoriser les Ouais. acteurs du digital, mais maintenant on parle de champions, Ouais. donc on parle d'exception. Et donc ça peut pas être que la question des acteurs du digital qui poussent leurs collègues. C'est de la même façon qu'on pousse donc l'équipe de football en fait. oui, oui, tout à fait. Donc pareil, Oui, non, mais attendez. il faut que sur les territoires, sur les salons, etc., qu'on Ouais. ait des vraies délégations et que ces délégations soient effectivement accompagnées. Mais est-ce que vous n'êtes pas dans un univers concurrentiel impitoyable? Parce que Bien sûr, il y a justement. il y a les champions de l'agriculture, il y a les champions de l'industrie, il y a les champions de la mode, il y a les champions de la culture, il y a les champions du sport. Et tout ça, ça fait des concurrents. Ah oui, bien Comment sûr. vous faites? C'est quoi l'idée pour se Alors- démarquer, justement? Je voulais dire, rebondir sur ce que disait Roland, sur les investissements. C'est vrai que quand on prend l'exemple de Carrefourly qui s'est fait racheter, alors il faut pas oublier déjà le concept même d'une start-up. Une start-up n'est pas vouée forcément à être pérenne. Parfois, on monte une start-up, le but c'est vraiment petite société à fort potentiel. Parfois, Alors monte- attendez, on va faire un stop là-dessus, parce que là où vous avez aussi à lutter contre un certain nombre d'a priori qui sont assez répandus, il y a des mecs qui montent un projet, ils habillent la mariée, c'est joli, ils récupèrent des fonds et après ils se barrent. Ou alors, là, ça, vous avez à lutter contre ça, c'est une réalité, il y en a plein qui ont, entre guillemets, planté les investisseurs. Il y a un deuxième problème, enfin une deuxième image, c'est je monte une start-up, je la mets en bourse, tout le monde se précipite, achète des titres, et en réalité, cette société n'a jamais fait un Mais- chiffre d'affaires suffisant. Alors Effectivement. comment on fait pour lutter contre ça? Parce que c'est ça aussi la réalité. Alors, c'est vrai, bon, dans tout, il y a toujours des margoulins. Ouais, voilà, alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a des exemples de startups qui ont levé des millions. Je prends WeWork, qui est une grosse startup européenne qui a levé des dizaines de millions, et au final, il n'y avait rien. Oui, et qui a planté SoftBank, qui était son Exact- principal investisseur. Exactement. Ouais, donc, Mais du coup, au niveau des investissements, comme je disais, parfois la startup, le but n'est pas forcément de pérenniser. L'entrepreneur peut monter ça et puis au bout de 5 ans revendre un plus gros. Carrefourly, effectivement, aurait pu se faire racheter par
qui en France fait un peu la même chose, c'est Drivey. Blablacar. Drivey qui fait de l'autopartage. Ouais. Et donc voilà. Maintenant, le problème qu'on rencontre aujourd'hui, la France hexagonale l'a rencontré il y a quelques années. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont développé parce que Aujourd'hui, c'est Startup Nation, c'est ça? Exactement. Alors, ce que vous attendez en fait du prochain président de la CTM, c'est Startup Nation pour la Martinique en fait. Au minimum. L'idée, c'est ça. C'est-à-dire que la France l'a vu. On a vu des géants comme Google, comme Apple qui aujourd'hui valent des 1000 milliards, qui valent les PIB de certains pays. Tout à fait. Et la France s'est dit, mais on loupe quelque chose parce qu'en France, il y a des gens talentueux. Mais comme moi, depuis le début de mon aventure, je rencontre des gens talentueux. Mais, comme ils disent, au moment où il faut injecter de l'argent, c'est vrai, effectivement, il y a des boîtes qui se plantent. Mais sur peut-être 100 boîtes qui vont se planter, on va créer un géant. Et aujourd'hui, ce que la France a fait créer Blablacar, OVH, tous ces grands géants qu'on connaît européens, maintenant on doit le faire pour la Martinique et faire émerger des Boccaïnous, mais qui n'auront pas qu'un marché martiniquais, mais un marché guadeloupéen, guyanais, Saint-Lucien. Il faut aussi qu'on se connecte à la Caraïbe parce que moi je discute avec des fonds d'investissement qui me disent d'accord, j'étais à Paris l'année dernière et ils me disent d'accord, et la Martinique c'est où déjà? Je dis c'est là. Et ils me disent d'accord, et votre marché c'est combien? 400 000? Bon, écoutez, monsieur, 400 000 et autour. Et quand on commence à voir autour, effectivement, la Caraïbe, c'est 44 millions d'habitants. Ouais. Et quand on prend la Caraïbe entière, on a du poids. Mais seul, on n'a pas de poids. Ouais. Et il faut qu'on se dise... Au-delà, il y a un problème de volume, il y a un problème de marché. Ça, il faut qu'on se dise, surtout la place de marché, c'est du volume. Et il faut y aller, il faut se dire... Mais ok, Boccaïnou, ça sera notre champion martiniquais, on va injecter 15 millions dedans, même si qu'il se plante. Mais au moins, on a tenté, on a injecté du cash. Et alors, allons parler des solutions. Très bonne idée. Allons parler des solutions. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez d'abord de votre implication dans ce projet de 36 heures pour demain? Est-ce que c'est une implication, vous renvoyez un peu l'ascenseur à tous ceux qui vous ont aidé, c'est du civisme, parce que là, on a déjà le contrat de service civique, donc de la générosité, ou est-ce que vous en faites un tremplin pour parler davantage de vos métiers? Alors clairement, c'est en fait aussi dans les valeurs que l'on véhicule, il y a beaucoup de valeurs en fait de partage. Ça, c'est des choses en fait moi qui m'animent aussi depuis que je suis rentré. J'enseigne en fait sur le campus de Chercheurs en fait l'informatique pour pouvoir transmettre en fait aux jeunes justement cette passion en fait du code. Et les 36 heures pour la Martinique, c'est ça, c'est de pouvoir accompagner des porteurs de projets, des gens, de continuer en fait à transmettre. C'était le côté acculturation. Alors le code, pour ceux qui nous écoutent, c'est le langage. Le langage, voilà, les différents types de langage. Donc en fait voilà, on se positionne là vraiment dans cette position d'accompagnement, de partage, d'être authentique et de vraiment réfléchir en fait à la Martinique de 2036 en 36 heures. Très bien. Oui. Très bien. Non, mais je veux compléter. Enfin, pour moi, c'est les deux. C'est sûr qu'il y a effectivement cette notion de partage, mais il y a, je pense aussi, dans cette démarche, une idée de valoriser aussi la richesse du pays, donc la richesse aussi des acteurs du pays. Donc c'est notre capacité à répondre à nos propres problématiques et peut-être à celles d'autres d'ailleurs. Ouais. Et pour aussi la question de l'exemple, en fait, c'est aussi ça l'idée. Le fait de partager entre guillemets d'autres expertises, ça permet aussi de montrer qu'il y a des gens en Martinique qui ont fait le choix de revenir, qui ont développé des expertises, qui continuent à en développer d'ailleurs, et qui la mettent comme d'autres pourraient faire, la mettre à contribution du territoire. Et puis on revient aussi sur la question de la considération de la confiance. L'image. De l'image, tout à fait. Donc ça, tout ça. Alors Marlène, tout ça, tu vas dans une énorme galère là, n'oublie pas. 36 heures, ça va être du boulot à ne plus savoir qu'en faire. Je plaisante. Mais pour quelle raison? Mais pour quelle raison? Parce qu'en fait, 36 heures va permettre aux porteurs de projets de voir le numérique, en fait, pas comme un concurrent, pas comme un concurrent à l'agriculture, mais au contraire, un outil intrinsèque à tous ces domaines pour vraiment développer de nouvelles solutions dans chaque domaine. Et c'est là aussi... Donc c'est une vitrine, en fait. Oui, c'est une vitrine, c'est pour acculturer les gens à toutes ces nouvelles technologies.
Et puis aussi grâce à la French Tech, donc moi je vais parler de la French Tech et je m'adresse vraiment à tous ceux qui pensent qu'entreprendre c'est pas possible pour eux. Nous vraiment avec 36 heures aussi, on va vous montrer que c'est possible d'apporter des solutions nouvelles en local, de créer, d'innover et nous on va accompagner justement tous ces porteurs de projets. Enfin, on va essayer de lever toutes ces barrières à l'entrepreneuriat. Alors, pendant que je te tiens, une question qui revient souvent dès qu'on aborde ces problématiques-là, la place des femmes. Parce qu'on a bien l'impression que c'est un truc super macho, ça, cette histoire de start-up. On voit que des mecs qui font les fortunes hyper rapides, après ils achètent des grosses bagnoles, etc. Est-ce que tu sens la montée en puissance des femmes dans ce domaine-là? Alors oui, tout à fait. La montée en puissance des femmes, elle est réelle. Elle est réelle. Et de toute manière, il faut des femmes au pouvoir. Oui, mais bon. Et on a besoin de changement, là, de changement de vision. Au-delà du vœu pieux, est-ce que, en tout cas des souhaits affichés, est-ce que tu remarques, parce que quand on regardait, j'ai repris des photos des années 90 dans les classes ou les universités d'informatique, il n'y a que des mecs. Est-ce que ça change? Ça change. Donc c'est aussi un gros travail qu'on a à faire. Nous les femmes, on se met beaucoup de plafonds de verre, on a peur d'y aller, malheureusement, mais c'est aussi ce travail qu'on doit faire pour dire à ces femmes que vous aussi vous êtes capables. Par exemple, le métier de développeur, il y a beaucoup d'hommes. Ah oui, écrire passer toute la journée à mettre des chiffres et des trucs sur parce que il en a pas parlé, mais c'est des heures et des heures. Hein. Ah, c'est des heures. Des jours, des semaines, des mois. Ils ne finissent pas. Non, mais vraiment, et c'est tout le temps une mise à jour, parce que comme le disait Fabien, ça évolue continuellement, donc tout le temps il faut mettre à jour, il faut être tout le temps régler des connecté. problèmes en permanence. Voilà. Et est-ce que c'est machiste de dire que c'est plutôt un boulot de mec? Oui, c'est machiste, complètement. Mais parce qu'en fait, moi je connais, pour ma première expérience à Happy Moon, mon développeur c'était une femme. Ouais. Et il n'y a pas de différence, mais je sais pas, faudrait Et que pourquoi elles ne sont pas attirées par ces métiers-là? Pourquoi? Parce que en fait, on a toujours l'impression que c'est un métier d'homme. C'est bien ça, donc non seulement c'est machiste, mais c'est en plus partagé par les femmes. Malheureusement, donc vous avez un sacré boulot là, il faut démystifier cet univers. Ouais. Bon, bon courage. Je vais y arriver. Bon, mais déjà que le président de French Tech. Non. La présidente. Non. Que le président de French Tech soit une femme. Voilà. Donc une présidente, c'est déjà bon signe. C'est un très bon signe. Fabien, pourquoi cette envie s'est emparée de toi, de créer, d'aller dans cet univers? Ça a été quoi le déclic? C'est arrivé assez tôt en fait. Comme je dis, depuis le lycée, j'ai toujours voulu. C'est pas les jeux vidéo par hasard? Non, alors, c'est vrai que parce que souvent les jeux vidéo, on est dedans et puis après on n'en sort plus. Hein. Par rapport à l'informatique. Oui, le milieu dans lequel tu es aujourd'hui. C'est-à-dire que non pas les jeux vidéo, c'est plus en fait cette envie de créer. En fait, depuis petit, j'essaie de monter des petits trucs. Il va finir en cordonnier, il va faire un truc super classique où il n'y a pas du tout d'informatique à tous les coups. Mais non, mais c'est cette envie de créer. Et au final, j'ai monté plusieurs petits projets avant Jobiz. Et donc, je créais, je faisais des petites choses sur mon ordi. Et puis, je me suis dit, mais en fait, l'avantage du numérique, c'est que avec un ordi, aujourd'hui, on peut créer un site e-commerce. C'est tellement fou, en fait. C'est-à-dire que je me dis que pour la Martinique, c'est notre chance de devenir le pôle. On peut faire de la Martinique vraiment un endroit mondial où les gens viennent entreprendre. Et de là, je me suis dit, mais Fabien, il y a un truc à faire là. Vous prenez Israël, Waze. Tout le monde connaît Waze, l'application. C'est créé en Israël. Et Israël. Ils sont très très forts. Voilà, parce qu'Israël, ils se sont dit, on est tout petit. On ne peut pas faire spécialement d'agriculture. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Du numérique. Et les gars, ils investissent dans le digital. Parce que nous, c'est le même cas. On est sur une île. Donc, on ne peut pas étendre l'île pour faire plus de terrain agricole. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est... Enfin, tout ce qui entre autres. Voilà. N'élimine pas trop de gens. Voilà, non. Ce que je veux dire, c'est que
L'avantage du digital, c'est qu'on n'a pas de limite. Tout à fait. C'est le monde, quoi. Voilà, aujourd'hui, je veux lancer un champ agricole, j'aurais une limite, j'aurais une contrainte. Mais aujourd'hui, si je prends autant de serveurs que je veux chez Ubisoft, ben je peux créer une boîte gigantesque. Amazon, il leur faut juste des serveurs. Et c'est Ouais, fou. juste. Oui, C'est des milliards d'investissements quand même. mais hein. c'est petit à petit, ça se fait petit à Enfin, il va bientôt nous dire combien ça va lui coûter de mettre sa maison, son bâtiment avec des gros ordinateurs. Parce que déjà, pour assurer ça, pour l'assurance, le financement, etc., c'est quand même des investissements colossaux. Mais ça se rentabilise bien. Bon, On l'a vu avec ouais, OVH. c'est clair. Alors, cette émission s'achève. Madame, messieurs, cette émission s'achève. On s'est bien amusé quand même pendant 1h30 et je pense que les gens qui nous regardent ont appris beaucoup de choses. Et mon pari, c'est que vous aurez une notoriété beaucoup plus forte que vous allez pouvoir mesurer sur le marché si vous y allez, parce que apparemment vous n'achetez plus sur les marchés, vous achetez avec votre mobile et on vous livre. Petit cocotier, on les a reçus ici. Ah, ben, Petit il est dans mon board Ah ben aussi. voilà, mon board. Bon, ok. Là, ça, ils ont la notoriété de champion, hein. Oui. Donc, Tout à fait. alors, ils sont passés dans cette émission et aujourd'hui, ils ont pas mal de retombées. Alors, pour vous aider, le numéro de téléphone, puisque vous voulez venir dans les ateliers, vous voulez rejoindre ces recruteurs, parce qu'ils recrutent tous, je plaisante. Ne les appelez pas toute la journée. Par contre, on recrute des investisseurs. Voilà, vous recrutez des investisseurs. Alors, 06 96 89 58 57. C'est le numéro que vous devez retenir. C'est la porte d'entrée de Martinique 36 heures pour demain. Alors, l'adresse mail, ça c'est pour les branchés. Hein, donc, environ 25% de la population martiniquaise, pas plus. Donc, vous avez du boulot. Martinique 36 heures. Donc, tout ça collé, Martinique 36h @gmail.com. Et puis, donc il y a une page Facebook, Martinique 36h pour demain, tout ça collé. Et puis le site internet, martinique36h.com. Voilà, avec ça, vous avez le moyen d'entrer en contact avec cet univers. Comment on appelle ça? Un écosystème. Un écosystème. Un écosystème du numérique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, sans doute à très bientôt, puisque vous êtes des experts et vous êtes associés au projet 36 heures pour demain. Voilà, merci beaucoup de nous avoir regardé, observé, disséqué. Vous avez appris, j'espère que vous avez tout noté, au moins une 50aine de mots nouveaux. Et donc, à très bientôt, à la prochaine émission. À bientôt.